Le plan sioniste pour le Moyen-Orient. Partie 1. Israël de Theodor Herzl, 1904, et de Rabbi Fishman, 1947. Dans son journal complet, volume 2, page 711, Theodor Herzl, le fondateur du sionisme, dit que le territoire de l'État juif s'étend du fleuve d'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Rabbi Fishman, membre de l'Agence juive pour la Palestine, a déclaré dans son témoignage à la commission d'enquête spéciale du 9 juillet 1947 « La terre promise s'étend du fleuve de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate. Elle comprend des parties de la Syrie et du Liban. » Une stratégie pour Israël dans les années 80 par M. Oded Yinon, publié par l'Association des diplômés d'universités arabo-américains, Belmont, Massachusetts, 1982, document spécial numéro 1. Table des matières et tout d'abord note de l'éditeur, petite 1. L'association Arab American University Graduates trouve opportun d'inaugurer sa nouvelle série de publications, documents spéciaux avec l'article de Oded Yinon paru dans Kivunim, c'est-à-dire direction au pluriel. C'est donc cet article de Oded Yinon paru dans la revue Direction, revue du département d'information de l'Organisation sioniste mondiale. Oded Yinon est un journaliste israélien et était autrefois attaché au ministère des Affaires étrangères d'Israël. À notre connaissance, ce document est à ce jour l'énoncé le plus explicite, détaillé et sans ambiguïté de la stratégie sioniste au Moyen-Orient. En outre, il se présente comme une représentation exacte de la vision pour l'ensemble du Moyen-Orient de l'actuel gouvernement sioniste de Begin, Sharod et Eitan. Je crois que le livre a été écrit dans les années 80. Son importance ne réside donc pas dans sa valeur historique, mais dans le cauchemar qu'il représente. Point 2. Le plan fonctionne sur deux principes essentiels. Pour survivre, Israël doit, premièrement, devenir une puissance régionale impérialiste et, deuxièmement, doit œuvrer à la division de l'ensemble de la zone en petits États par la dissolution de tous les États arabes existants. Petit sera fonction ici de la composition ethnique ou religieuse de chaque État. Par conséquent, l'espoir sioniste est que ces États basés sur des mosaïques confessionnelles deviennent des satellites d'Israël et, ironiquement, sa source de légitimation morale. Troisième point, ce n'est pas une idée nouvelle et elle n'émerge pas non plus pour la première fois dans la pensée stratégique sioniste. En effet, la fragmentation de tous les États arabes en unités plus petites a été un thème récurrent. Ce thème a été documenté à une échelle très modeste dans la publication AAUG, intitulée « Le terrorisme sacré d'Israël » 1980 par Livia Rocard. Basée sur les mémoires de Moshe Charet, ancien Premier ministre d'Israël, l'étude des documents de Rocard détaille de manière convaincante le plan sioniste tel qu'il s'applique au Liban et tel qu'il a été élaboré au milieu des années 50. Quatrième point, la première invasion massive israélienne du Liban en 1978 a appliqué ce plan dans ses moindres détails.
La deuxième invasion israélienne plus barbare et plus vaste du Liban le 6 juin 1982 vise à réaliser certaines parties de ce plan qui espère voir non seulement le Liban mais aussi la Syrie et la Jordanie se fragmenter. Cela devrait ridiculiser les revendications de l'opinion publique israélienne concernant son désir d'un gouvernement central libanais fort et indépendant. Plus précisément, ils veulent un gouvernement central libanais qui accepte leurs projets impérialistes régionaux en signant un traité de paix avec eux. Ils cherchent également à obtenir l'assentiment des gouvernements syriens, irakiens, jordaniens et autres gouvernements arabes, ainsi que du peuple palestinien. Ce qu'ils veulent et ce qu'ils projettent n'est pas un monde arabe, mais un monde arabe fragmenté, prêt à succomber à l'hégémonie israélienne. C'est pourquoi Oded Yinon, dans son essai Une stratégie pour Israël dans les années 1980, parle de vastes possibilités pour la première fois depuis 1967, possibilités créées par la situation très houleuse qui entoure Israël. Cinquième point. La politique sioniste de déporter les Palestiniens hors de la Palestine est une politique très active, mais elle est poursuivie plus vigoureusement encore en temps de conflit, comme pendant la guerre de 47 à 48 et la guerre de 1967. Une annexe intitulée Israël parle d'un nouvel exode est incluse dans cette publication pour démontrer les déportations sionistes des Palestiniens de leur pays d'origine et montrer, outre le principal document sioniste que nous présentons, d'autres plans sionistes pour la dépalestinisation de la Palestine. Sixième point, il ressort clairement du document du Kivunim, c'est-à-dire documentation, c'est ça, en hébreu, du document de Kivunim publié en février 1982 que les grandes possibilités que les stratèges sionistes ont envisagées sont les mêmes opportunités qu'ils tentent d'imposer au monde et qui, selon eux, ont été engendrées par leur invasion de juin 1982. Il est également clair que les Palestiniens n'ont jamais été la seule cible des plans sionistes, mais l'objectif prioritaire étant que leur présence viable et indépendante en tant que peuple nie l'essence de l'État sioniste. Tout État arabe, particulièrement ceux avec des orientations nationalistes cohérentes et claires, est tôt ou tard une cible réelle. Septième point. Confronté à la stratégie sioniste détaillée et sans ambiguïté mise en évidence dans ce document, la stratégie arabe et palestinienne souffre malheureusement d'ambiguïté et d'incohérence. Rien n'indique que les stratèges arabes ont intériorisé le plan sioniste dans toutes ses ramifications. Au lieu de cela, ils réagissent avec incrédulité et stupeur chaque fois qu'une nouvelle étape de celui-ci se déroule. Cela est évident dans la réaction arabe, quoique inaudible, au siège israélien de Beyrouth. La triste réalité est que, aussi longtemps que la stratégie sioniste pour le Moyen-Orient n'est pas prise au sérieux, la réaction arabe à tout futur siège d'autres capitales arabes sera la même. Khalil Nakler, 23 juillet 1982. Avant-propos. Premier point. L'essai suivant représente à mon avis le plan précis et détaillé du gouvernement sioniste actuel, c'était en fait le gouvernement de Sharon et Eitan, pour le Moyen-Orient qui repose sur la division de la région entière en petits États et la dissolution de tous les États arabes existants. Je commenterai l'aspect militaire de ce plan dans une note de conclusion. Je voudrais ici attirer l'attention des lecteurs sur plusieurs points importants. Voilà, alors ça c'est le point 2, et dans le point 2 il reprend les points importants. Point 2. Premier point important.
important, l'idée que tous les États arabes doivent être fragmentés par Israël en petites unités se répète encore et encore dans la pensée stratégique israélienne. Par exemple, Zeev Schiff, le correspondant militaire de Haaretz, est probablement le plus informé en Israël sur ce sujet, écrit sur le meilleur qui puisse se réaliser pour les intérêts israéliens en Irak. Donc ce fameux Zeev Schiff disait la chose suivante: la dissolution de l'Irak en un État chiite, un État sunnite et la séparation de la partie kurde. Donc ça, c'était le meilleur qui pouvait se passer pour Israël. C'est la partition de l'Irak en 3 États chiites, États sunnites et un Kurdistan irakien. Et ça, c'était donc publié dans le journal israélien de langue hébreuse, je crois, le 6 février 1982. En fait, cet aspect du plan est très ancien. Deuxième point, la forte connexion avec la pensée néoconservatrice aux États-Unis est très proéminente, particulièrement dans les notes de l'auteur. Mais bien que l'on parle de la défense de l'Occident contre le pouvoir soviétique, le but réel de l'auteur et de l'establishment israélien actuel est clair. Il s'agit de faire d'Israël une puissance impérialiste mondiale. En d'autres termes, le but de Ariel Sharon est de tromper les Américains après avoir trompé le reste du monde. Il est évident qu'une grande partie des données pertinentes, tant dans les notes que dans le texte, est distordue ou omise, comme par exemple l'aide financière des États-Unis à Israël. Une majeure partie est pure fantaisie. Mais le plan ne doit pas être considéré comme non influent ou irréalisable à court terme. Le plan suit fidèlement les idées géopolitiques alors en cours dans l'Allemagne de 1890 à 1933, idées géopolitiques qui furent entièrement adoptées par Adolf Hitler et le mouvement nazi et qui ont déterminé leurs objectifs pour l'Europe de l'Est. Ces objectifs, en particulier le démantèlement des États existants, ont été réalisés entre 1939 et 1941, et seule une alliance à l'échelle planétaire a empêché leur consolidation à long terme. Donc la stratégie israélienne correspond à une stratégie de démantèlement des États, tout comme Hitler avait pu le faire. Les notes de l'auteur suivent le texte. Pour éviter toute confusion, je n'y ai pas ajouté mes propres notes, mais je les ai exprimées dans cet avant-propos et dans la conclusion à la fin. J'ai cependant souligné certaines parties du texte. Israël Shak, 13 juin 1982. Israël Shak, c'est a priori donc un juif israélien, a priori qui doit être francophone, qui a dû traduire en français le plan Oded de Yinon. Je crois que c'est ça. Alors maintenant, donc, le plan Oded de Yinon, une stratégie pour Israël dans les années 1980 par Oded Yinon. Cet essai a initialement été publié en hébreu dans la revue Direction, Kivunim en hébreu, et c'est intitulé Journal for Judaism and Zionism, numéro 14, hiver 5742, j'imagine que c'est l'année juive, février 1982, ça correspond à février 1982. Le rédacteur en est Yoram Berk. Le comité de rédaction est composé de Eli Eyal, Yoram Beck, Amnon Hadari, Yohanan Manor, Elizar Schweid. C'est publié par le département publication de l'Organisation mondiale sioniste basé à Jérusalem. Voilà. Point numéro 1 du plan.
une stratégie pour Israël dans les années 1980. En ce début des années 80, l'État d'Israël a besoin d'une nouvelle perspective quant à sa place, ses cibles et ses objectifs au niveau national et à l'étranger. Ce besoin est devenu encore plus vital en raison d'un certain nombre de processus centraux auxquels sont confrontés le pays, la région et le monde. Nous participons aujourd'hui à la naissance d'une nouvelle ère dans l'histoire humaine qui n'est plus du tout similaire à celle qui a précédé, et ses caractéristiques sont totalement différentes de ce que nous avons connu jusqu'à présent. C'est pourquoi nous avons besoin d'une compréhension des processus centraux qui caractérisent cette époque historique d'une part, et d'autre part, nous avons besoin d'une vision du monde et d'une stratégie opérationnelle en accord avec les nouvelles contingences. L'existence, la prospérité et la pérennité de l'État juif dépendront de sa capacité à adopter un nouveau cadre pour ses affaires intérieures et étrangères. Point numéro 2. Cette époque se caractérise par plusieurs traits que nous pouvons déjà diagnostiquer et qui symbolisent une véritable révolution dans notre mode de vie actuel. Le processus dominant est la rupture de la vision rationaliste et humaniste comme la principale pierre angulaire qui soutient la vie et les réalisations des civilisations occidentales depuis la Renaissance. Les opinions politiques, sociales et économiques qui ont émané de cette fondation ont été basées sur plusieurs vérités qui disparaissent actuellement. Par exemple, la vision selon laquelle l'homme en tant qu'individu est le centre de l'univers et tout existe pour accomplir ses besoins matériels de base. Cette position est invalidée dans le présent lorsqu'il est apparu évident que la quantité de ressources dans le cosmos ne répond pas aux exigences de l'homme, à ses besoins économiques ou à ses contraintes démographiques. Dans un monde où il y a 4 milliards d'êtres humains et des ressources économiques et énergétiques qui ne croissent pas proportionnellement pour répondre aux besoins de l'humanité, il est irréaliste de s'attendre à répondre à la principale exigence de la société occidentale, c'est-à-dire le souhait et l'aspiration à la consommation sans limite. L'idée que l'éthique ne joue aucun rôle dans la détermination de la direction que prend l'homme, mais plutôt ses besoins matériels, cette vision est de plus en plus répandue aujourd'hui alors que nous voyons un monde dans lequel presque toutes les valeurs disparaissent. Nous perdons la capacité d'évaluer les choses les plus simples, surtout quand elles concernent la question simple de savoir ce qui est bien et ce qui est mal. Point numéro 3. La vision des aspirations et des capacités illimitées de l'homme se rétrécit face au triste fait de la vie lorsque nous assistons à la rupture de l'ordre mondial autour de nous. La vision qui promet l'émancipation et la liberté à l'humanité semble absurde à la lumière du sinistre fait que les 3/4 de la race humaine vit sous des régimes totalitaires. Les perspectives concernant l'égalité et la justice sociale ont été transformées par le socialisme et surtout par le communisme en une farce. Il n'y a aucun argument quant à la vérité de ces deux idéologies, à savoir socialisme et communisme, mais il est clair qu'elles n'ont pas été mises en pratique correctement et que la majorité de l'humanité a perdu son indépendance, sa liberté et la possibilité d'égalité et de justice. Dans ce monde nucléaire où nous vivons encore, depuis 30 ans dans une paix relative, le concept de paix et de coexistence entre les nations n'a pas de sens quand une superpuissance comme l'URSS détient une doctrine militaire et politique du genre non seulement une guerre nucléaire est possible et nécessaire pour atteindre les objectifs du marxisme, mais qu'il est possible d'y survivre sans parler du fait que l'on peut en sortir victorieux. Je rappelle que le plan a été écrit dans les années 80, le début
l'URSS existait encore. Point numéro 4. Les concepts essentiels de la société humaine, en particulier ceux de l'Occident, subissent un changement dû aux mutations politiques, militaires et économiques. Ainsi, la puissance nucléaire et conventionnelle de l'URSS a fait de l'époque qui vient de se terminer le dernier répit, avant la grande saga qui va anéantir une grande partie de notre monde dans une guerre mondiale multidimensionnelle, en comparaison de laquelle les guerres précédentes auront l'air d'avoir été des amusements d'enfants. La puissance des armes nucléaires ainsi que des armes classiques, leur quantité, leur précision et leur qualité vont bouleverser la majorité de notre monde d'ici quelques années et nous devons nous aligner pour faire face à cela en Israël. C'est donc la principale menace pour notre existence et celle du monde occidental. La guerre pour les ressources dans le monde, le monopole arabe du pétrole et la nécessité pour l'Occident d'importer la plus grande partie de ses matières premières du tiers-monde transforment le monde que nous connaissons, étant donné que l'un des principaux objectifs de l'URSS est de vaincre l'Occident en prenant le contrôle des gigantesques ressources dans le golfe Persique et dans le sud de l'Afrique, où se trouve la majorité des minerais du monde. Nous pouvons imaginer les dimensions de la confrontation mondiale auxquelles nous devrons faire face à l'avenir. Point numéro 5. La doctrine de Gorchkov plaide pour un contrôle soviétique des océans et des régions riches en minéraux du tiers-monde. Elle est, avec l'actuelle doctrine nucléaire soviétique qui conclut qu'il est possible de gérer, gagner et survivre à une guerre nucléaire au cours de laquelle l'armée occidentale pourrait bien être détruite et ses habitants devenus esclaves au service du marxisme-léninisme. Cette fameuse doctrine nucléaire soviétique est un principal danger pour la paix mondiale et pour notre propre existence. Il est question de l'existence de l'État d'Israël. Depuis 1967, les soviétiques ont transformé le dicton de Clausewitz en « La guerre est le prolongement de la politique avec des moyens nucléaires ». Et ils ont fait de celui-ci la devise qui guide toute leur politique. Je répète la devise, la guerre est le prolongement de la politique avec des moyens nucléaires. Dès à présent, ils sont occupés à réaliser leurs objectifs dans notre région et dans le monde entier, et la nécessité de les affronter devient le principal élément de la politique de sécurité de notre pays, et bien sûr celle du reste du monde libre. C'est notre principal défi à l'étranger. Donc l'Union soviétique, la Russie si vous voulez, et tout simplement le Gog et Magog. C'est moi qui rajoute ça. Donc le grand ennemi d'Israël et du monde libre. Point numéro 6. Par conséquent, le monde arabo-musulman n'est pas le problème stratégique majeur auquel nous serons confrontés dans les années 80. Bien qu'il comporte, en raison de sa puissance militaire croissante, la principale menace contre Israël, ce monde arabe et musulman, avec ses minorités ethniques, ses factions et ses crises internes, qui est étonnamment autodestructeur comme on le voit au Liban, dans l'Iran non arabe, c'est-à-dire chez les chiites, et maintenant aussi en Syrie, ce monde arabe et arabo-musulman, on va dire largement, est incapable de résoudre avec succès ses problèmes fondamentaux et ne constitue donc pas une menace réelle contre l'État d'Israël à long terme, mais seulement à court terme où son pouvoir militaire actuel a une grande importance. L'ennemi, c'est la Russie soviétique. À long terme, ce monde arabo-musulman sera incapable d'exister dans son schéma présent dans les régions qui nous entourent sans devoir passer par des changements réels et révolutionnaires. Le monde arabo-musulman est construit tel un éphémère château de cartes bâti par des étrangers, les fameux accords Sykes-Picot de 1916, c'est donc la répartition
de l'ex-Empire ottoman, répartition faite par la France et la Grande-Bretagne, respectivement par M. Picot et par M. Sykes. France et Grande-Bretagne, dans les années 20, ont donc partagé les reliquats de l'Empire ottoman, et ont donc divisé en différents États le Proche-Orient. Les frontières au cordeau, comme on dit. Donc, je répète, le monde arabo-musulman est construit tel un éphémère château de cartes bâti par des étrangers, France et Grande-Bretagne, sans que les souhaits et les aspirations des habitants aient été pris en compte. Il a été arbitrairement divisé en 19 États. Tout se fait de combinaisons de minorités et de groupes ethniques hostiles les uns aux autres, de sorte que chaque État arabe musulman est aujourd'hui confronté à une destruction sociale et ethnique de l'intérieur. Et dans certains pays, une guerre civile fait déjà rage. La plupart des Arabes, c'est-à-dire 118 millions d'Arabes sur 170 millions, vivent en Afrique, la plupart en Égypte, 45 millions aujourd'hui. Divisé pour mieux régner. Tel était le point 6. Point 7. En dehors de l'Égypte, tous les États du Maghreb sont constitués d'un mélange d'Arabes et de Berbères non-arabes. En Algérie, il y a déjà une guerre civile qui fait rage dans les montagnes de Kabylie entre ces deux nations. Le Maroc et l'Algérie, qui sont en guerre l'un contre l'autre au sujet du Sahara espagnol, connaissent également des conflits internes. L'islam militant met en danger l'intégrité de la Tunisie et Kadhafi à la tête d'un pays peu peuplé et qui ne peut devenir une nation puissante. Donc cet islam militant, les frères musulmans, traduisez donc, cet islam militant organise des guerres qui s'avèrent destructrices du point de vue arabe. C'est pourquoi il a tenté des unifications dans le passé avec des États plus authentiques comme l'Égypte et la Syrie. Le Soudan, l'État le plus déchiré dans le monde arabo-musulman d'aujourd'hui, repose sur 4 groupes hostiles l'un à l'autre, une minorité musulmane sunnite arabe, qui règne sur une majorité d'Africains non-arabes, de païens et de chrétiens. En Égypte, il y a une majorité musulmane sunnite face à une forte minorité de chrétiens qui dominent en Haute-Égypte. Quelques 7 millions d'entre eux, de sorte que même Sadat, dans son discours du 8 mai, a exprimé la crainte qu'ils réclament leur propre État, quelque chose comme un second Liban chrétien en Égypte. 8e point du plan. Tous les États arabes à l'est d'Israël sont déchirés, brisés et infestés de conflits internes encore plus que ceux du Maghreb. La Syrie n'est fondamentalement pas différente du Liban, sauf par le régime militaire fort qui la régit, mais la véritable guerre civile actuellement en cours entre la majorité sunnite et la minorité dirigeante chiite alawite, c'est-à-dire 12% de la population, témoigne de la sévérité des troubles intérieurs. Fin du point 8, et fin de la première partie. Je continuerai dans une partie 2, il y a un certain nombre de points. Le PDF fait 19 pages, j'ai bien dû en lire 8 ou 9. Je vous remercie.